à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 5e épisode de Green White Checker de notre 2e saison bat son plein. Bientôt la fin des saisons traditionnelles, mais on a encore beaucoup de choses à se dire d'ici la Saint-Sylvestre. On se retrouvera encore toutes les 2 semaines pour conclure différents championnats. Cette semaine, on parlera notamment du DTM avec un dénouement un petit peu délicat au Norris Ring, la Formule 1 en ouverture, bien sûr, revenons sur ce Grand Prix de Turquie, et surtout le WRC en Finlande, le rallye qui ne touche plus terre. Et pour parler de ces 3 sujets cette semaine, je retrouve mon acolyte LFB. Laurent Frédéric, comment vas-tu depuis la dernière fois ? Bonjour Maxime, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi ça va très bien, d'autant plus qu'il ne m'a pas échappé, à toi non plus, que l'équipe de France de football a gagné la Ligue des Nations et a donc... Ah, c'est petit ça. D'entrée de jeu, c'est petit. Oui, Oh. J'ai pas résisté, tu m'excuses, et ça prouve que nous sommes bien en enregistrement direct et qu'on n'a pas parlé entre nous avant, mais je te la balance directement à la figure. Avec cette première mi-temps qui me laissait un petit peu dubitatif, c'est le moins que l'on peut se dire, et cette deuxième mi-temps où, comme tous les Français, j'ai hurlé ma joie et mon bonheur, et je doute que tu as été un petit peu plus meurtri une nouvelle fois comme... Jamais 203, du coup, ouais. Voilà, ça commence à passer. Non, par contre, c'est formidable de voir que comme beaucoup de compétitions en France, elles n'existent pas tant que vous n'êtes pas champion. Du coup, c'est ça qui fait plaisir. Non, blague à part, en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver pour parler de sport moteur. On sait que vous aussi, vous nous suivez sur les différentes plateformes, évidemment Motor Racing TV qui nous fait le plaisir de partager les épisodes de Green White Checkered plus ou moins en milieu de semaine, donc ça fait plaisir. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les mobiles Huawei et les télévisions connectées Samsung et peut-être bientôt ailleurs, donc on continue de développer ce petit partenariat, donc on salue Fred avec qui on converse pour ce podcast. Sinon bien évidemment on est en audio sur le site de l'Afterlab, sur le site l'afterlab.com. Vous pouvez retrouver ces émissions faites par LFB avec des consultants toujours plus sympas et compétents et à fin analystes les uns que les autres. Alors les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, tu les as déjà évoqués toi-même sur ton site via l'épisode de l'Afterlab. Tu as donc parlé de la Finlande, mais surtout du Grand Prix de Turquie récemment, et c'est ici qu'on va donc abaisser le drapeau vert. C'est parti pour la première partie de notre podcast Green Flag. On attaque dans le vif du sujet le championnat du monde de Formule 1 avec un week-end moins surprenant que la Russie, mais tout aussi gramouillé, comme on dit, le Grand Prix de Turquie qui aura été assez mitigé de mon côté. Une petite sieste tout de même si la stratégie était intéressante, on a senti les pilotes fébriles. Le seul qui a pris des risques l'a payé cher, c'est Sébastien Vettel qui a tenté les slicks alors que c'était absolument pas faisable, mais quand même, on lui reconnaît ça. Quelques performances ailleurs aussi dans le peloton, on y revient dans un instant, mais surtout l'événement, c'est Valtteri Bottas qui remporte un Grand Prix pour la première fois depuis plus d'un an. LFB, comment tu as vécu ce Grand Prix, cette course? Est-ce que pour toi ça a été aussi soporifique que ce que certains ont pu dire, ou est-ce que tu as trouvé un intérêt un petit peu particulier à ce peloton? Non. C'est clair. Voilà, je suis comme toi, on s'est paradoxalement ennuyé, quoi. C'est fou parce que là, si on nous avait dit qu'on allait s'ennuyer à un Grand Prix sur un circuit qu'on adore, avec des conditions météo plus que compliquées, donc qui allait forcément pimenter la course, et avec un intérêt que Lewis Hamilton partant 10 places derrière par rapport à sa qualif, donc en l'occurrence 11e, qu'on allait avoir droit à une remontée et du suspense et tout ça, oui, ça, si on nous avait dit qu'on allait sans mettre 3 petits points, tu vois ce que je veux dire, autant, on l'aurait pas cru. Donc, effectivement, heureusement que nous avons eu notre objet de débat, on va en parler, c'est bien sûr cette question de la gestion des pneumatiques et de cette fin de course, avec les arrêts, fallait-il ou pas les faire. Mais jusqu'à aller, on va dire, ce 50e tour, il se passait rien. Tout le monde était dans son rôle, j'ai envie de dire. Bottas était dans son rôle de gagner le Grand Prix, c'était sa mission, il n'y en avait pas d'autre. Là, il avait effectivement un boulevard offert pour aller gagner parce que il est parti en pôle avec la meilleure voiture du plateau. Et là, pour le coup, on peut rien lui reprocher. Il a fait le boulot impeccable. Là, vraiment, c'est une victoire. Tu es d'accord avec moi, Maxime, sur une saison à 22-23 Grands Prix,
un pilote, même si c'est le deuxième pilote chez Mercedes, a de quoi et va gagner un Grand Prix. C'est évident. Bah, ça aurait été très gênant qu'il n'y arrive pas. Oui. Alors, j'ai vu passer un titre très marrant que je ne reprendrai pas par respect pour celui qui l'a trouvé, mais par rapport à l'an dernier, j'ai vu que le Grand Prix de Turquie, c'était plutôt la chapelle 6 spin pour Bottas l'an dernier, puisqu'on rappelle ses nombreux tête à queue dans des conditions similaires finalement. Cette année, il a appris de ses erreurs, avec derrière un Verstappen qui n'a jamais véritablement été menaçant vis-à-vis de la Mercedes. Il a géré Bottas plutôt bien. L'absence de fait de course a aussi, je pense, figé la première moitié de l'épreuve. Ce qui a permis à la réalisation de s'attarder sur Lewis Hamilton, qui a été pour moi le faiseur de spectacle, encore une fois, on doit lui reconnaître ça bien sûr, de ce début de course, avec non pas un changement complet de moteur, mais de quelques éléments, qui a donc cumulé la pénalité à 10 places, pas plus. Ça le faisait partir au mieux 11e, chose qu'il avait réussi. Alors il a bien évidemment reçu le trophée de la pole position, le petit pneu Pirelli qu'il a eu gentiment le soin de signer en disant: bon allez, ça fait classe en deuxième, moi je te donne ça, et Bottas est reparti avec. Je ne sais pas comment il faut le prendre, mais concrètement au niveau de la course, seul Hamilton m'a attiré, m'a excité, m'a enthousiasmé dans ce début de course avec des dépassements et des duels qui étaient très intéressants. Alors tout d'abord, on pensait que ça allait être plus facile de dépasser certaines voitures, notamment Norris, notamment Gasly. Finalement, ça n'a pas trop posé de problème à Hamilton. Et puis il est tombé sur un Sergio Pérez qui, il faut le dire, a rempli toutes les cases du second pilote et du porteur d'eau vis-à-vis de Verstappen. Il a bloqué autant que possible en vue des conditions Hamilton. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire mieux? Moi, je trouve que non. Pour le coup, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Non, il y en a deux qui sont sortis du lot dans effectivement cette idée de résistance par rapport aux meilleurs qui remontaient. C'est Tsunoda quand même. Tout à fait, oui. Les premiers tours, Yuki Tsunoda a bien résisté et mieux compensé, plus longtemps qu'on croyait. Donc non, là, bravo à Tsunoda. Alors que Norris, après, on pensait que Norris, là aussi, ça allait résister. Non, oui. Norris, tout de suite, a été très surpris, parce qu'on sait qu'à Monza, Norris a été littéralement un mur pour Hamilton, que ce soit en sprint race ou lors du Grand Prix. Et là, j'ai l'impression que Norris, sous la pluie maintenant, il va avoir un petit peu de temps avant, il va avoir besoin d'un peu de temps avant de se remettre de ce qui s'est passé en Russie. Oui. Et j'imagine que, ne voulant pas prendre trop de risques, il a voulu laisser passer Hamilton. Sans aucun intérêt, c'est juste la voiture qui était très délicate, comme ça a été le cas pour tout le monde. Et malgré tout ça, Pérez qui nous a offert une très belle passe d'armes avec Hamilton sur le milieu de la course, avec pas trop de différence de gomme, c'est juste les deux meilleures voitures de bons et très bons pilotes, il faut être honnête, qui se sont battus, et c'était le highlight pour moi du Grand Prix, c'était vraiment cette bagarre. Non mais ça nous rassure, la Formule 1, d'accord, c'est un sport de domination et ça existe comme ça depuis 70 ans. Quand une équipe est meilleure que les autres, elle gagne plus que les autres, elle domine les autres. Mais quand même, quand Hamilton tombe sur Alonso en Hongrie ou quand il tombe sur Pérez à Istanbul, et là on s'aperçoit que oui, c'est pas pour ça non plus que ça passe facilement et qu'il n'y a pas match. Donc effectivement, il y a quand même des pilotes coriaces sur des voitures et des équipes solides qui sont quand même capables de résister à Sa Majesté Lewis Hamilton, tout Lewis Hamilton qu'il est. Voilà. Mais c'est vrai que ce Grand Prix, pourquoi il était aussi soporifique, tu as employé l'expression, et c'est vrai, c'est ce que j'avais commencé à te dire, tout le monde était dans son rôle et il n'y avait aucune surprise. Bottas était dans son rôle d'aller gagner, il a gagné. Verstappen était dans son rôle d'aller assurer le maximum de points, la deuxième place, c'est ce qui s'est passé. Leclerc, Pérez étaient dans leur rôle d'outsider qui pouvaient profiter de l'occasion pour essayer de se mettre en évidence. Sainz aussi a fait un très bon début de course. La remontée de Sainz était aussi exceptionnelle vu les conditions. Là, avec Tristan Gomandi dans l'afterlap, on l'a dit, le premier tiers de course, c'est Sainz qui est sans doute le plus peut-être plus impressionnant qu'Hamilton encore, peut-être dans sa démarche. Alors, il remonte aussi fort et plus vite qu'on croit sur les bonnes positions. Tout à fait. C'est comme à la parade, là, il et tout le monde. Quand on regardait les écarts au début d'Hamilton qui tournait 8 dixièmes plus vite que Bottas et quasiment plus d'une seconde plus vite que Verstappen, on se demandait jusque quand ça allait tenir. Alors c'est là qu'on va basculer pour moi sur la deuxième partie de la course, si tu veux, et les semi-réponses qu'on a obtenues. Le premier qui a tenté les slicks, c'est Vettel, il s'est mordu les doigts, ça ne fonctionnait pas. Moi je trouve que c'était idiot comme décision, mais ça a permis à tout le monde de savoir. Non, on peut pas lui en vouloir parce qu'à la rigueur, là où il en était, autant le tenter. Et puis tous les autres étaient bien contents que quelqu'un le tente. Donc allez, on va dire merci Sébastien, t'as été sympa pour tout le monde. Tu t'es encore plus enfoncé dans la course, mais ça change pas grand-chose. Et au moins, tout le monde savait qu'on pouvait pas tenter le pari des slicks. Donc le deuxième, ça a été Ricciardo. Voilà, Ricciardo qui lui remet des intermédiaires et qui ne vont pas plus vite. À montrer. Voilà, il va pas plus vite. Simplement, mais c'est là une donnée fondamentale, mon cher Maxime. On sait qu'il n'y aura pas de problème pour aller au bout, quand bien même ça va pas plus vite.
C'est ça le fond du débat. Allons-y directement. La capacité du Pirelli à devenir un pneu slick sans craquer. On parle de Pirelli, hein, rendez-vous compte quand même. On se rappelle tous de certaines épreuves où c'était catastrophique. Mais là, le Pirelli intermédiaire a quand même tenu l'entièreté de la course sur la voiture d'Ocon. Alors évidemment, c'est la seule voiture qui a réussi l'exploit. Moins un tour. Mais avec un tour de moins, exactement. Mais avec la constatation que le pneu est mort de chez mort. Alors il est sur la corde, mais c'est pas une expression. Oui. Là, on voit l'image a circulé. La voiture qui est dans l'entrée des stands au parc fermé après l'épreuve, tu vois le pneu, il est blanc. T'es vraiment sur le cordage limite sous le pneu. Donc là, il a tenu. Deuxième chose, la stratégie et le fonctionnement de la stratégie logique ne pouvaient pas être appliqués à cause de Pirelli. C'est-à-dire que les intermédiaires neufs ne fonctionnaient pas mieux parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Les slicks ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait trop d'eau, donc il fallait juste rester avec les pneus. Donc celui qui a le mieux géré sa course au niveau des pneumatiques a pu en tirer un gain exceptionnel. Et pour moi, celui qui a été le plus juste, c'est Charles Leclerc. Parce qu'il aurait pu véritablement aller au bout. Et on n'a pas eu tous les messages radio lors de l'épreuve entre lui et son ingénieur. Par contre, si on regarde un peu sur Internet et qu'on prend la compilation de toutes les conversations, tous les échanges qu'il y a eu entre lui et son ingénieur, ça paraît déjà moins ridicule parce que sur le net, si on reste là, on finit premier. Merci beaucoup, no shit Sherlock. Mais voilà, donc il y avait quand même un questionnement qui était fondamental et Leclerc aurait pu vraiment créer la surprise. Maintenant, il lui manquait une dizaine de tours vis-à-vis de Bottas et ça n'aurait pas pu tenir. Mais le pari était légitime et quand on voit le début de course de Sainz qui a beaucoup demandé à ses pneus, là où Leclerc était quand même un peu plus mesuré, peut-être que chez Ferrari on avait quelque chose mais qu'on n'a pas su l'exploiter. Alors facile de refaire le film après. Je trouve qu'en termes de gestion des pneus, Mercedes est aussi planté puisqu'Hamilton est rentré au mauvais moment. On aurait peut-être dû couvrir Perez. Maintenant, encore une fois, les arrêts faits chez Red Bull sont exceptionnels. On est à 2 secondes 1 et 1 seconde 9 quasiment. Enfin, c'est exceptionnel au niveau des arrêts chez Red Bull. Et il n'y a pas eu de problème, contrairement où ça a été très compliqué en Russie, où les arrêts étaient tout le monde catastrophiques. Donc, pour moi, Red Bull ne peut pas rendre meilleure copie que ces deux voitures sur le podium. Parce que Bottas, effectivement, il avait un peu la voiture d'Hamilton, j'ai envie de te dire. Tu vois, il avait la bonne stratégie, au bon endroit sur la piste, donc il avait la bonne place. Donc, il n'y avait pas de surprise. Et effectivement, Hamilton aurait pu se battre avec Perez. Mais cette fois-ci, ça a été jackpot en Russie et ça a été malheureusement mauvaise pioche ici en Turquie. A posteriori, on se rend compte que ceux qui se sont arrêtés, on va dire normalement, dans la foulée de Ricciardo, pour effectivement avoir un côté sage, raisonnable, de s'arrêter une fois, comme on en a l'habitude dans chaque Grand Prix, c'est-à-dire qu'on s'est même aperçu que, on n'était pas obligé de s'arrêter lorsqu'on est effectivement en mode pluie et en pneu intermédiaire. On avait complètement oublié tellement... Cette règle n'était quasiment jamais d'application, puisque les conditions sont exceptionnelles, tout à fait. On est tellement façonné par le fait qu'il y a une obligation d'utiliser deux types de gomme que même là, tout le monde attendait un arrêt au stand pour tout le monde. Et moi, j'avoue que j'avais un peu oublié, effectivement. Bon, donc, quand on voit Ricciardo qui s'arrête et qui lance une certaine raison, tu vois ce que je veux dire, de s'arrêter, et que Bottas et Verstappen le font aussi, on se rend compte que maintenant, c'est sûr, c'était pas un pari, mais c'était une assurance tout risque, en quelque sorte. Que, voilà. Le drame de Hamilton, et c'est ça évidemment le point le plus important, parce que Hamilton ne termine que 5e de ce Grand Prix, ça c'est une surprise. Je me suis permis de titrer, dans le mode aussi jeu de mots qu'on aime bien dans mon podcast, sale temps pour le sultan. Alors le sultan turc, mais le sultan de la Formule 1, c'est Hamilton, hein, c'est lui le grand vizir, le sultan. Donc, effectivement, le sale temps, il était au sens propre, il pleuvait, et puis ce crachin qui n'est jamais parti, et ces conditions qui n'ont jamais vraiment évolué. Mais effectivement, il ne termine que 5e, et c'est un échec. Et il perd la première place au championnat du monde, et il concède pas mal de points d'un coup. Il en concède 8 à Verstappen, et il en a 6 de retard maintenant. Bon, alors, Hamilton, c'est à double niveau cette histoire, Maxime. T'es comme moi, Mercedes qui lui dit box, box, box. Et t'entends, et tu vois que Hamilton ne rentre pas au box. Bon, Tristan Gomandi, hier dans l'Afterlap, est le premier à dire, à sa place, je crois que j'aurais fait pareil. Pourquoi ? Parce que il tournait aussi vite que les autres, il restait plus beaucoup de tours, il était remonté à la 3e place. Eh bien le pari, c'était d'aller au bout. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ah non, on s'en doute, c'est même évident. Mercedes n'avait absolument pas l'assurance que ça allait tenir pour Lewis Hamilton. Ah, pas du tout. Voilà, c'est pour ça. Donc, on le rappelle en lui disant Lewis, tu vas devoir t'arrêter vraiment, là, faut s'arrêter. Et on comprend bien qu'Hamilton, il y va de mauvaise grâce en quelque sorte. Et effectivement, il perd de place.
il perd de place. Il passe de la 3e à la 5e place et c'est fini. Il pourra. Bon. Mais j'ai envie de dire, alors ok, c'est un échec. Il est passé de la 3e à la 5e place. Au lieu de marquer 15 points, il n'en a marqué que 10. Et effectivement, en partant 11e, c'est un peu moyen comme remontée. Bah, on ne peut pas empêcher le comparatif à ce qu'a fait Verstappen en Russie où il était parti 20e et il termine 2e. Exactement. Après, il y a des circonstances atténuantes avec les conditions changeantes. C'est vrai que là, Hamilton, je suis désolé, il m'avait habitué à mieux. Alors c'est peut-être parce qu'on s'habitue au fait que ce soit un surhomme, parfois qu'on attend de trop de sa part, mais pour moi une 5e place, je trouve ça maigre en termes juste de points par rapport à ce qu'a montré Verstappen, qui était absent totalement ce week-end. Pour moi, Verstappen a juste été là, il est resté 2e, il n'a pas bougé, il n'a jamais voulu aller chercher Bottas, parce qu'il s'est dit il y a trop beaucoup à jouer, et finalement est-ce qu'on peut lui donner tort? Parce que quand on calcule le nombre de points, il en ramène 18, ou Hamilton en ramène 10. Donc le compte est bon, comme on dit. Donc les 6 points d'écart actuellement, ils sont intéressants quand même, parce que un écart entre une première et une deuxième place, c'est 7 points, on le sait tous. Donc ça commence à être intéressant. Maintenant, quid de la suite, vu les circuits en tout cas, pour conclure cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit rififi quand même chez Mercedes, puisque Hamilton a clairement montré sa mauvaise humeur et sa déception. Et je crois que chez Mercedes, on lui a dit, écoute Lewis, t'es gentil, mais d'accord, t'as perdu 2 places et on a perdu des points et t'es déçu. Maintenant, tu aurais voulu que ton pneu explose et que tu abandonnes, parce que c'est ça finalement. Hamilton qui encore une fois glorifie l'équipe quand ils font le call pour l'appeler en Russie, ce qui lui offre les 7 points supplémentaires de la victoire parce qu'il était bloqué derrière Norris depuis le début du Grand Prix. Là par contre, c'est là où moi j'ai personnellement un peu plus de mal avec Hamilton, c'est que quand tout va bien, incroyable le public, incroyable l'équipe, merci Bono, merci tout le monde. Par contre quand ça va pas, c'est souvent parce que l'équipe a fait une erreur. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, ça ne me fait pas détester Hamilton, mais je constate simplement que c'est souvent parce que l'équipe ne m'a pas appelé, parce que l'équipe m'a appelé, parce que Bono n'avait pas eu le bon call, parce que si, parce que là. Voilà. Je ne dis pas qu'il pleurniche, mais il trouve souvent une raison extérieure. Non, mais il s'est retrouvé dans une situation où effectivement c'était quasi insoluble en fait. Soit il se serait arrêté avant, comme on va dire raisonnablement, comme je l'ai dit, et effectivement il remontait pas aussi vite, mais ça lui permettait d'aller au bout sans avoir aucune crainte. Soit effectivement il faisait une course assez super où il était remonté sur le podium, c'était génial. Ben oui, mais sauf que ça pouvait sans doute pas aller quand même malgré tout au bout. Donc à partir du moment où il ignore et il ne veut pas rentrer au premier call de Mercedes, c'était fichu. Il était quoi qu'il arrive dans une mauvaise fenêtre. Voilà. Oui, c'était trop tard. Quoi qu'il arrive, il avait raté le coche. Maintenant, ceux qui ont voulu aller au bout, il n'y en avait qu'un, principalement, c'est Esteban Ocon, certes avec un tour de moins. On ne peut pas se fier sur le fait qu'Ocon soit allé au bout comme une garantie que tout le monde y serait arrivé. Non. Par contre, si on jette LFB un coup d'œil un peu plus bas dans le classement, il y a des surprises plutôt positives, notamment un Lance Stroll 9e. On l'a pas vu beaucoup, mais il termine tout de même devant Ocon. Giovinazzi et Raikkonen aux portes des poids. Alors encore une fois, Caramba encore raté, comme dirait l'autre, par rapport à Alfa Romeo qui met un 0 pointé. Je trouve que c'est pas mérité par rapport à ce qu'a montré l'équipe ce week-end. Ils étaient plutôt bien en qualif. Même si ça a été difficile, Alpine a su mettre un petit point. Je ne suis pas certain qu'en rentrant au stand, quand on voit l'écart, Ocon aurait tout de même perdu cette 10e place, mais on peut saluer quand même la tentative. Déception derrière pour McLaren, qui finalement ne met que Norris 7e et qui voit un Ricciardo absolument absent. Enfin, moi, Ricciardo était nulle part. On aurait aimé quelques coups d'éclat peut-être d'un George Russell, qui a montré sous la pluie que parfois il était capable de faire quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Non. Pas d'abandon. Il faut le dire mais aussi. Non, mais tout ce que tu dis là, ça appuie encore plus sur la déception globale. Voilà, sur le fait que le Grand Prix s'est déroulé comme un film dont on connaissait l'issue, et voilà, le scénariste est à faire renvoyer parce que voilà, Mazepin, Schumacher qui ferme la marche, pas d'abandon, Vettel, bon voilà, il a tenté le pari, il a perdu, là où voilà, d'autres ont été pénalisés. Alors, un dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais qui a quand même fait un peu polémique au début du Grand Prix, c'est l'accrochage. C'est pas plus que ça pour moi entre Gasly et Alonso. Et je trouve qu'on pourrait conclure là-dessus parce que quand on voit les pénalités qui ont été admises en début de saison pour certaines manœuvres un peu limites, je trouve que là, comment peut-on mettre 5 secondes à Gasly pour un sous-virage? Alors certes, il envoie un adversaire en tête à queue. Je vois aucune volonté de nuire d'Alonso de fermer la porte quoi. Ils essaient juste tous de s'en sortir à 3 de front, ça peut pas passer. Maintenant à l'intérieur le freinage de Perez était quand même assez osé, quand même d'aller freiner très tardivement pour passer. Est-ce que tu trouves que 5 secondes pour Gasly c'est pas un peu trop injuste finalement alors qu'il aurait pu être la bonne surprise du Grand Prix?
Finalement, ça a pas changé grand-chose. Bah non, Parce que, ça l'a remis à la place, 6e, oui, mais voilà, c'est ça. Et il fait quand même un bon résultat au final et une prestation globalement très solide. Mais ça, on en a l'habitude ouais, mais maintenant avec 3 Pierre. secondes derrière Hamilton, Oui, hein, pas oui, 5. oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Voilà, exactement. Non, écoute, moi, j'ai eu le sentiment qu'effectivement, quand on se présente à 3 à ce premier virage dans ces conditions, effectivement, ça pouvait pas passer. Oui. Pierre était dans la position peut-être la plus délicate au milieu. Mais effectivement, je me mets quand même à la place d'Alonso. Je l'ai un peu mauvaise parce qu'Alonso, il est quand même globalement sur sa ligne aussi Pour moi, et c'est il se Racing fait Incident. mettre Oui, complètement. Non, mais ça, je Voilà. suis d'accord. Voilà. Mais là, je suis un peu plus que toi configuré États-Unis. Est-ce que Ouais. c'est parce que j'ai commenté dans ma carrière des dizaines et des dizaines de courses IMSA, Oui. NASCAR, IndyCar aussi, tu le sais. Et effectivement, aux États-Unis, ils ont cette notion de pénaliser celui qui quand même a été au contact. Voilà, c'est un incident de course, il l'a pas fait exprès, c'est malheureux, c'est pas volontaire, personne n'aurait fait mieux dans ces conditions, mais le fait est qu'il y a quand même un pilote qui est parti en tête à queue et pas l'autre. Et donc, à l'américaine, on pénalise quand même celui qui est responsable, entre guillemets, de la chose, quand bien même Alonso a été plutôt fair-play. Oui, Hein, tout parce à que tu as fait. vu, Oui, il oui, a oui. lui-même dit après, C'est non, plus le même, non, hein. ouais, c'est ça. C'est fou. Donc, moi, le fait est que quand même Alonso, qu'on le veuille ou non, sa course était ruinée à partir de ce Ah, moment-là c'est aussi. terminé. Oui, 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 totalement. Ouais, ouais, Bon, ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est quand même pas Et après, anodin, il quoi. retouche un autre pilote. Alors, je sais plus qui c'est, mais Oui, il touche c'est Schumacher. Schumacher, C'est je pense, hein. Schumacher. Oui, oui, Ouais. il retouche Mick. Donc, Donc il lui il refait finit le un travail. coup. Ouais, c'est ça. Donc écoute, non, c'est dur, c'est sans doute pas complètement légitime, mais je n'ai pas crié non plus au scandale parce que je voyais pas comment on ne peut pas non plus dire à Pierre Gasly, ok c'est bon, on fait rien. Bah si, quand même, il a quand même mis un adversaire en toupie et Voilà. cet adversaire, il a plus aucune chance dans la course. Voilà. Alors c'est vrai que ça c'est dur. Par contre, lui rajouter 2 points de pénalité sur son permis, je pense que c'est quand même largement Mm. exagéré Oui. à ce niveau-là. Alors un petit point extra sportif, la livrée de la Red Bull, fan, pas Ah fan. j'adore, j'ai adoré. C'est vrai? Ouais. Ah, Ah j'aurais oui. aimé un À petit peu toi? plus, Hein. un peu moins de convention quand même, hein. C'est quand même, ils ont même quand même fait clic droit négatif, je trouve, sur la voiture dans certains points. Le clin d'œil était Ah oui. magnifique, mais c'est vrai que Oui. j'aurais aimé peut-être une voiture un peu plus épurée. Il y a des trucs, peut-être jouer la carte totalement de la voiture blanche, même sur le halo, Ouais. etc. Ça aurait pu Mm. être peut-être un peu plus intéressant, mais en tout cas, la démarche est noble puisque c'est donc un Oui. hommage à Honda et à la première Honda qui a couru à l'époque en Formule 1. C'est vrai que AlphaTauri avait également un arigato, Mm. un remerciement sur l'aileron arrière. Cette phase où Honda finalement ne va pas forcément quitter Red Bull, mais va être badgé, ça. Mm. Bon, ça pue l'hypercar et la LMDH, hein. Ça sent vraiment le truc qui va arriver avec Red Bull en endurance. Red Bull Oui. au Mans 2025, vous l'avez entendu ici en Mm. premier. Donc voilà. Et Bon. alors, je voudrais avec toi, avant de quitter la phase F1, cette Mm. partie Green Flag, évoquer l'avenir de la saison et l'avenir aussi de la Formule 1, puisque pour une fois, on va avoir un nouveau circuit qui n'est pas un circuit urbain annoncé par la F1, puisqu'on va rouler lors de ce mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, au Oui, fin Qatar. novembre. Voilà, on va aller à Euh, Losail, où on a l'habitude de voir les Grands Prix MotoGP avant oui. l'introduction à partir de 2023 d'un contrat de 10 ans avec le Qatar sur un nouveau circuit qui va pousser. Alors j'ose espérer pas un circuit urbain, s'il vous plaît. Mm. Mais malgré tout, Losail, la F1, est-ce que ça peut combiner quelque chose d'intéressant? Parce que moi je trouve que le circuit est pas si inintéressant que ça. Alors en MotoGP c'est toujours très sympa comme ouverture de saison, mais en F1 j'ai du mal à voir. Je peux m'attendre à tout et à rien, je sais pas toi. Écoute, moi, l'Ocel, attends, on l'a vu en voiture, il est utilisé dans quel championnat? Alors, il a roulé en WTCR à l'époque, Ouais. en tourisme. Il a été utilisé en endurance. Je pense qu'il y a eu de Oui, il me l'endurance, semble, genre hein, en il y a eu de 24 heures l'endurance. series ou quelque chose comme ça, Oui, c'est ça, hein, on est bien qui roulait d'accord. là-bas avec Dubaï et avec Abu Dhabi et d'autres épreuves Parce un que peu je plus confonds compliquées. avec les Mais 24 heures de Dubaï qui, souvent en oui, janvier, lançaient un peu la saison et c'est que vrai. nous, on retransmettait sur Motors Oh, TV. et Et il y je. a eu des histoires avec des Belges et des choses. Parfois, il y a eu un petit Ouais, palmarès quand même à Dubaï. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une course qui est pas si facile que ça, hein. Il y a beaucoup ouais. de Alors là, je catégories me et de permets un difficultés. petit message personnel et certains vont rigoler. Bon, faut avouer que ces 24 heures séries en interne à Motors TV, ça a toujours été une source de division. Ah, sur quoi? Sur Parce- l'intérêt du projet, de la Sur course? l'intérêt et surtout sur la qualité de la réalisation.
Oui. Ouais. Oui, Parce que c'était un peu amateur dans un premier temps, pas assez de caméras pour couvrir l'ensemble du circuit. Est-ce que par rapport au Grand Prix d'Italie cette année, c'était aussi terrible que ça? Moi, je me rappelle, j'avais été choqué parce que pendant la nuit, ils avaient encore quelques caméras qui tournaient, alors que même la caméra des stands lors des 24 heures du Nürburgring est plus intéressante avec Radio Le Mans. Enfin bon, si je puis me permettre, c'était compliqué. Mais... Voilà. Quand tu mets des commentateurs, que tu organises des lives et que tu sais que tu vas mobiliser une dizaine de personnes qui sont censées pratiquement pas dormir pendant 24 heures, etc. Bon, je veux dire, il y a quand même un prix à payer. Bien sûr, on a tous la passion, mais... la passion ne remplit pas les assiettes. Hein. Oui, et quand la course est mal filmée, qu'on n'y comprend rien, qu'on connaît aucun pilote... C'est désagréable. Globalement, on s'en fiche un petit peu, quand bien même c'est notre ADN... voilà, c'est 24 heures du bail chaque année. Bon, alors c'est vrai que j'ai ça en tête, mais c'est pas le Qatar et c'est pas Losail. Mais je suis un petit peu influencé parce que j'ai l'impression que ça se confond un petit peu dans ma tête. Et ce circuit de Losail, je suis incapable de t'en parler. Je n'ai pas un virage qui me saute aux yeux. Je ne me souviens pas d'une course géniale et je ne vois pas en quoi ça va être génial comme circuit. Mais tu l'as dans le nom, mon cher LFB, Losail. C'est tout ce qui intéresse la F1, évidemment. Donc écoute, non mais ça va apporter de la nouveauté, et puis très bien, et puis après tout, il pourrait y avoir un petit effet surprise, et puis un scénario de dingue, oui, bien sûr. Espérons. Mais en tout cas, c'est pas un circuit à l'ancienne, ce sera encore un petit peu un côté parking qui va prédominer, donc espérons que ce ne soit pas trop le cas au niveau des track limits. Mais entre le circuit d'Arabie Saoudite, mon cher Maxime. Ah oui, Jeddah qui va on va découvrir. Jeddah, on va découvrir. S'il est fini, hein. Oui, d'accord, ok. Losail, où moi, là, je viens de t'exprimer quelques doutes, peut-être un peu idiots, mais bon, voilà. Et Abu Dhabi, dont on sait que chaque année, c'est une catastrophe. Le circuit a été refait, attention. Il y a eu des travaux. Voilà. Ils ont changé trois virages, ça va être un circuit exceptionnel, attention. Bon, d'accord. Alors là, je dis rien. Voilà, c'est ça. Mais sinon, chaque année, oula. Oui, ça pique la fin de saison. Rendez-nous, évidemment. C'est vrai que le Grand Prix du Mexique s'est bien intégré. Peut-être que, effectivement, les États-Unis, c'est pas mal non plus. Mais non, mais c'est le Brésil. Il y a quand même des belles choses. Les meilleures finales. Oui, en tout cas, les plus exceptionnelles. C'est vrai que c'était Interlagos. On pleure encore pour Felipe Massa. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité de ce qui se passe au niveau des transferts. On n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on attend toujours le nom du deuxième pilote dans le baquet Alpha. Ce ne sera pas Guan Yu Zhou qui n'a pas signé de contrat. C'est intéressant parce que tu sais qu'on parle de Michael Andretti et le. Alors ça, ce rachat, si ce move, comme on dit, se fait, c'est exceptionnel. Si Andretti ramène Colton Herta en F1. Colton Herta, qui à l'heure où on vous parle est actuellement en train de faire de la mini voiture au Technology Center de McLaren. Il est avec sa petite voiture à pédale McLaren, tu iras voir sur Twitter. Oui, il est en train il vit un riff de gosse. Il s'est assis dans toutes les voitures, je pense, en arrivant à Woking. Mais c'est vrai que voilà, l'avenir d'Alfa Romeo, de Frédéric Vasseur, le fait qu'on parle de Théo Pourchaire, on a parlé de Guan Yu Zhou qui n'a pas voulu parce qu'il voulait au moins 3 ans de contrat et qu'Alfa Romeo en gardait 2 puisqu'ils attendaient peut-être pour Pourchaire d'ici 2 ans. Piastri aussi a été évoqué. Piastri qui a été évoqué. Enfin, si un Américain arrive et qu'Andretti arrive, alors là, oui, c'est sûr que ça va faire parler et ça va être exceptionnel. Et surtout pour le bienfait de l'Amérique entre Miami, toujours le Texas, et du coup une équipe vraiment américaine. Est-ce que l'entité Sauber-Andretti va renaître? Ça pourrait être Sauber-Andretti, j'en sais rien. Les liens avec McLaren, comment ça va se passer aussi? Donc ça peut ouvrir un panel de plein de nouveautés ou plein de choses, que ce soit historiques ou modernes d'ailleurs, ou nouvelles en Formule 1. Donc moi je suis assez impatient quant à une éventuelle annonce de rachat, parce qu'effectivement Alfa Romeo, quand bien même le retour nous avait proposé quelques belles livrées, ça n'a pas été aussi transcendant peut-être qu'espéré. Donc wait and see, comme on dit. Écoute, je te propose de passer à la deuxième partie. On va agiter le white flag et on va partir en Finlande pour décoller, s'envoler et reparler de cette superbe épreuve du championnat WRC. Alors évidemment, le rallye de Finlande, chaque année, c'est toujours... Alors attention, pas l'Arctic Rally, on est bien sur le vrai pur et dur.
un rallye qui a été une nouvelle fois pour moi l'occasion de me faire couler des larmes sur les joues en voyant les somptueuses photos de voitures qui sont à, sans exagérer, 2,50 m du sol, quelque chose comme ça, facilement, si pas plus. En tout cas, les photos du public avec les voitures qui passent au-dessus, il y en aura quelques-unes ici en dessous pendant qu'on se parle avec LFB, ça me fait toujours... voilà, ça me met une larme à l'œil parce que j'ai vraiment le sentiment, surtout avec ces nouvelles voitures, qu'on est un peu revenu à l'époque du groupe B. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir une petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours en prémisse du coup du rallye de Finlande avec tous les grands champions finlandais. Alors on retrouve Vatanen, Grenoble, mais tous les autres bien sûr, qui discutent autour d'un feu dans les bois et qui vont chacun, avec leur voiture, en tout cas de l'époque, parcourir une partie des spéciales légendaires. Et je ne vous parle pas de la fin, évidemment, mais on rend un bel hommage à un pilote disparu il y a quelques années dans l'histoire du WRC. Je vous spoile pas, mais tapez juste WRC Finlande 2021 Driver. C'est assez émouvant et c'est un très beau film qui dure 3 minutes. Hein. C'est pas long, mais... Mais Dieu que c'est beau quand on a voilà, la richesse du sport auto. Bref, je reviens donc sur l'épreuve en tant que telle, le rallye de Finlande qui était la 10e épreuve du championnat. Une épreuve remportée par Eflin et Flying Evans, comme je l'ai appelé, et Martin, son équipier. Plein de choses à dire sur ce rallye. Est-ce que toi... que tu as pu l'évoquer évidemment avec ton consultant. Nous allons parler certes du rallye, du résultat sportif, mais aussi de ce qui s'est passé après avec un nouveau divorce. Et quel divorce ce sera pour Sébastien Ogier. Avant le sport. Divorce, fin d'association, on va dire ça. Ça. Écoute, comme toi, on s'aperçoit chaque année que ce rallye de Finlande, oui, c'est vraiment l'ADN du rallye, c'est vraiment une terre de rallye, c'est vraiment un lieu emblématique. C'est ces forêts, c'est ces vitesses, c'est ces sauts, c'est cette ambiance. Là, on a retrouvé cette magie qui nous avait manqué en 2020, incontestablement. Et avec une nouveauté, c'est effectivement cette vue et cette sensation d'automne. Hein, oui, c'est particulier. Oui. Là, au niveau image, alors... J'ai pas trouvé ça non plus génialement mieux. Non, pas du tout. La Finlande en été, c'est génial parce qu'il fait nuit très peu, qu'il y a une ambiance un peu de jour polaire, qu'il fait beau et chaud. Moi, je me suis rendu 2 fois sur place et je peux dire qu'effectivement, il y a une ambiance dans la ville de Jyväskylä qui est géniale. C'est la fête du rallye. C'est une kermesse, et puis effectivement, ces paysages sont fabuleux. Donc là, le fait que ce soit en automne, c'était une sorte de nouveauté, mais bon. Sportivement, ça n'a pas changé l'aspect. C'est pas comme on n'a pas la glace comme on a eu l'an dernier, où moi, ça m'a pas du tout plu personnellement. Oui, c'est pas pour ça. En tout cas, que je dirais maintenant, je voudrais que chaque année, le rallye de Finlande soit en automne et pas en août. Non, je voudrais qu'on revienne à ce mois d'août. C'est un rendez-vous vraiment bien figé. Ça me plaît très bien. Simplement, comme me disait effectivement Guillaume Lafay, mon consultant sur l'Afterlap, il y a quand même eu une petite incidence au niveau du revêtement de la terre, sans plus froide forcément et un peu plus humide, le matin notamment, ça c'est sûr. Et une spéciale qui est programmée à 5h de l'après-midi, au mois d'octobre, c'est de nuit. Alors qu'au mois d'août, c'est en plein jour, comme s'il était 14h. Bon, et donc effectivement, tu as vu tous les pilotes, et c'est rare d'avoir cette expression... Non pas de peur, on va pas dire ça, évidemment, c'est pas possible de dire ça, mais tous étaient inquiets. Il n'y avait pas un pilote qui disait pas « Oulala, comment ça va se passer? L'éclairage, je sais pas si on va être bien réglé, à ces vitesses-là dans le noir, ça va être dangereux. » Le froid, c'était un petit peu l'ambiance d'Halloween, tu vois, on dirait qu'ils allaient un petit peu faire une montagne russe, en tout cas un manège à sensation, et qu'ils ne savaient pas comment ils allaient ressortir de l'autre côté. Il y avait vraiment ce sentiment-là. Et est-ce que ça ne t'a pas fait du bien de voir ce genre de sentiment? Alors, c'est pas agréable évidemment, mais se dire, tiens, eux qui paraissent si précis, calculateurs et méthodiques, te dire un peu qu'on les envoie pas au casse-pipe, mais c'est un peu dire allez, advienne que pourra. Moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a rappelé un petit peu ce côté baroudeur justement des pilotes de rallye qui existent toujours. Hein. Attention, on dit pas que c'est devenu facile. Hein. Je serais incapable de faire un millième de ce qu'ils font. On rappelle ça toujours, mais voilà, ce côté justement, l'incertitude, et du coup, ça a ouvert un petit peu plus, je trouve, la partie du rallye qui était dans cette phase de la journée le samedi, et c'était très intéressant. Enfin, moi, ça m'a plu en tout cas. Ça a rajouté un truc en plus.
Alors, moi, ce qui m'a aussi étonné, bon, il y en a deux qui ont surnagé. Hein, c'est Elfyn Evans, bien sûr, et c'est Craig Breen. Alors Hein. là, ça c'est une sortie inattendue Oui, totalement. oui. Je pense que même lui s'attendait pas à être aussi à l'aise. Est-ce qu'on a voulu être conservateur parmi les favoris et du coup on a pris moins de risques et ça a ouvert la hiérarchie à justement qu'Evans et que Breen soient devant. Hmm. Bon, Tanak, c'est pas vraiment une surprise. Pour moi, il aurait pu gagner parce qu'il était pas si loin que ça. Je crois qu'il termine dans Oui. les 20 secondes, quelque chose 15-20 secondes. Mhm. Donc voilà, que ce soit Evans ou Bon, Tanak, c'est vraiment bon. Breen qui a été la surprise, comme tu dis. Ah oui, oui, super, Breen, même si, et là je l'ai dit à Guillaume, je lui ai dit, est-ce que je suis méchant quand je dis que Craig Breen, c'est les coups d'éclat, mais c'est jamais la victoire. C'est vrai, quand on y pense, il C'est n'a vrai, toujours oui, pas oui. gagné un rallye. Et il a fait plein de podiums. Et là, honnêtement, il aurait mérité peut-être de gagner. Mais à un moment donné, voilà, c'est pas évident non plus d'aller devancer à la régulière Tanak et Neuville. Et Ouais, à un mais moment il lui donné, manque, peut-être que. et là, il lui Hmm. manque encore beaucoup parce qu'il est pas tout près, je pense, en termes d'écart à l'arrivée du rallye. Je crois qu'il est quasiment, je sais plus de mémoire, il doit être à quoi, 42, 52 secondes, quelque chose comme ça. Enfin, il est pas tout Ouais, près par rapport à Evans. Il y a encore un petit ouais, échelon pour être vraiment dans le rythme et oui, tenter sa puis chance. il y a eu un petit jeu d'équipe quand même. Ça Hein. aussi, bien Voilà, sûr. il fait Oui. pas la saison, donc c'est évident qu'à un moment donné, il a assuré. Mais il s'était mis en évidence la journée du vendredi, c'est lui qui domine et super. Et on a tous été contents d'apprendre dans la foulée qu'il était bien donc titulaire pour Oui, pour l'année prochaine. 2022 chez M-Sport. Et là, honnêtement, oui, Craig Breen, ça fait partie de ces pilotes dont honnêtement personne peut dire qu'il ne mérite pas d'être à temps complet en WRC, Ouais. bien Et d'avoir évidemment. Ça, enfin c'est une une super vraie nouvelle. chance conclue Voilà, avec une équipe c'est qui ça. peut l'amener à son niveau, Ouais. parce que je pense pas que c'est pas un excès ou des ratés ou non, je pense que vraiment juste il a pas eu le tout mis bout à bout pour réussir à faire Mm. une belle saison et j'espère que l'année prochaine il l'aura Voilà. parce que Voilà. entre les services rendus à Citroën etc, je pense que Oui, Breen oui, il c'est est temps ça. qu'il ait son heure Non, mais en tout cas sa minute de gloire. dès qu'il est là pour un rallye comme ça, ci Période par ouais, à là, la parce que pige, c'est oui. eh ben, il a un rôle à jouer. Il Il est aux montre avant-postes, donc effectivement. il fallait qu'il soit titulaire. C'est bon, M-Sport l'a pris et c'est une très bonne nouvelle. Bon, alors, Evans nous a fait un super rallye, c'est clair. Il remporte sa deuxième victoire de l'année. Oui, Hein. On rappelle que seuls 3 pilotes ont gagné au moins 2 fois. Bah, c'est Ogier, bien sûr, 4 oui. fois. Roven Perra qui avait réussi, qui là est un peu redescendu de son Oui, piédestal. c'était Hein. dur hein, pour lui. Oui, là on Oui, s'est rendu compte qu'il a peut-être touché à quelque chose d'un petit peu plus gros avec ce rallye de Finlande et que voilà. ça l'a un peu Allez, calmé. Ouais. il est encore jeune, il a encore le temps, mais là, non, il n'a pas pu enchaîner sur sa super série qui a été entamée il y a quelques semaines. Et Sébastien Ogier, lui-même, a été un peu en dedans. Certes, on connaît son problème de toujours devoir ouvrir la piste, mais là, bon, je pense que ça allait au-delà, puisqu'il a lui-même dit qu'il avait repris les réglages d'Elfyn Evans. Oui. Et ça, bien, c'est un aveu qui, quand même, je trouve, en a dit beaucoup. Il a été un petit peu paumé, là, notre Seb national, et Il a sauvé les effectivement, meubles. il assure, comme il sait si bien le faire, des points importants qui lui qui lui valent d'être toujours Toujours en tête. 24 points d'avance à 2 rallyes de la fin. Donc, C'est pas mal. évidemment, Hein. il est dans une situation que beaucoup voudraient occuper aussi. Mais force est de constater que si on s'amuse à essayer de pimenter cette fin de saison, Elfyn Evans, là, a montré qu'il était clairement dominateur, qu'il pouvait le battre clairement, et que, effectivement, 24 points avec 2 rallyes encore à disputer, bah, C'est pas fait. c'est peut-être pas encore fait du tout pour Sébastien Ogier, effectivement. Et on sait qu'Ogier est plutôt à l'aise sur ce qui est asphalte et quand on voit ce qui nous attend avec l'Espagne et avec l'Italie, Bon, voilà, ça devrait oui, aller. d'accord. Le garçon Voilà, n'a pas le stress d'un premier championnat du monde, donc après, voilà. tout est possible. Alors, moi, je voudrais évoquer un autre sujet parce qu'on n'en parle pas, mais le cas Katsuta, est-ce qu'on peut en parler? Parce que moi, je trouve que finalement, est-ce que c'est vraiment bien pour vendre des voitures au pays d'avoir Katsuta qui fait quand même beaucoup de bêtises, il a encore montré. Alors, Commence à coûter cher en carrosserie, hein, le garçon. oui, oui, bon, il a fait, tu le sais, une super première moitié de Ah saison. oui, ça, tout à fait Où, d'accord. Mais où il jusque-là, était très régulier, il montait en puissance, et puis là, c'est décevant, il y a quoi. une série noire là, terrible. Alors parfois, c'est pas de sa faute, hein. On sait qu'il n'a pas pu Oui. participer à la dernière manche parce que son copilote était malade, enfin, non, qu'il y a eu une obligation Mhm. familiale. Mais effectivement, il en est à trois abandons Violent. Enfin, violents, oui. effectivement. Écoute, je sais pas quoi te dire. Oui, oui, oui. Est-ce que tout pilote
n'a pas une progression forte, et puis ensuite il y a un plateau. C'est pas exponentiel, ça peut se porter. On l'a vu en IndyCar, on parlait la dernière fois de Rinus VeeKay qui a fait un début de saison exceptionnel et qui s'est ensuite fondu dans la masse. Je trouve que Katsuta, au début, on était là en train de dire peut-être que, et finalement, non. Voilà, donc à voir aussi par rapport à la saison. Maxime, est-ce que Katsuta devrait être éjecté du WRC? Non, parce que non, peut-être pas. Non, il faut lui laisser le temps et que voilà, il apprend. Et maintenant, est-ce que c'est un futur champion du monde comme on imagine que Kalle Rovanperä le sera? Non, voilà, on n'a pas envie de dire ça. Mais quand tu as derrière des gens qui peuvent fonctionner comme Osberg, qui a été confirmé l'année prochaine, que tu as des gens comme Adrien Fourmeau, je suis désolé, qui même si chez Ford est bien, je me dis qu'en usine pure et dure, Toyota a peut-être quand même un pool de jeunes pilotes qu'il faudrait peut-être penser à préparer pour le futur. Oui, alors peut-être, mais quand je vois aussi que Lappi, SAPK Lappi, revient chez Toyota et nous fait un super rallye. Enfin, moi j'ai trouvé ça super. Oui, il fait quoi? Il fait 5 4. Oui, il finit devant Sébastien, pardon. Voilà, pas à temps complet, il revient. Manifestement, il avait quand même un petit peu la pression parce que à la maison, c'est évident que c'était un test grandeur nature. Voilà. Donc, moi je trouve que l'équipe Toyota l'an prochain, avec évidemment, maintenant c'est sûr, Evans et Rovanperä en pilote titulaire solide pour aller chercher les victoires. Avec Sébastien Ogier qui va nous faire une sorte de jubilé, faire 2-3 rallyes, tour d'honneur, Monte-Carlo, voilà, le Safari fait plaisir. Voilà, ok. Avec Katsuta qui est là en tant que japonais, ça on le sait, mais un Lappi qui se rajoute dans l'équation. Je vois pas comment on peut vraiment avoir beaucoup mieux chez Toyota. On peut parler de Dream Team quasiment. En tout cas, ça promet si certains se réveillent. Du coup, pour la suite, il reste 2 rallyes, comme tu l'as dit. D'abord, l'Espagne. Moi, c'est un rallye où les routes, je voulais dire, pardon, pas le circuit, mais les routes sont toujours très, très intéressantes. Enfin, c'est du pur asphalte, ça gratte de la gomme à foison, mais j'aime beaucoup ce rallye. Pour le contexte aussi, c'est un bel endroit. Mais est-ce que techniquement, c'est pas une fin de saison facile après avoir réussi à prendre une bouffée en sortant de la Finlande? Est-ce que finir par l'Espagne et la saison à Monza, c'est pas juste une formalité, tout simplement pour avoir nos 12 rallyes? Oui, Dieu sait qu'on en parlait dans notre dernière émission. Est-ce que Long Beach était la meilleure finale de l'IndyCar? C'est vrai que peut-être comme ça, spontanément, j'aurais tendance à te dire, Espagne et Monza, c'est peut-être pas la meilleure fin de saison qu'il fallait. C'est sûr qu'on aurait tous voulu que ça aille au Japon. Oui, mais bon, il n'y a déjà pas eu de Grand Prix, alors le rallye, tu imagines comme c'est compliqué. Maintenant, voilà. Toi, Maxime, spontanément, si on imagine une fin de saison rallye, avec le contexte actuel, le Japon était au calendrier, on signait tout de suite pour aller au Japon. À la place de Monza, mais sans problème. Oui, ça c'est sûr. Sinon, spontanément, je suppose que tu es comme moi, tu penses soit à un déplacement en Australie ou en Nouvelle-Zélande, histoire d'aller effectivement ce côté aventure à l'autre bout du monde. Mais pareil, c'est comme le Japon, c'est tellement comme ça avec le Covid, c'est inimaginable. Soit c'est le RAC, c'est évidemment. C'est vrai, la conclusion de saison au RAC, c'était un grand classique il y a quelques années. C'est vrai que le RAC aurait pu accueillir. Maintenant, c'est vrai qu'avec la mise en place, c'est peut-être finalement là où ça aurait été le plus simple, finalement, le RAC. Quand on y pense, dans tout ce que tu évoquais entre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est vrai que le RAC, ça aurait été le. Le RAC, c'était la dernière, c'était la boue, c'était la forêt, c'était le froid. Voilà, c'était une casse-moteur à 500 mètres de l'arrivée pour Sainz, on s'en rappelle. Je crois qu'une des plus belles images de mon enfance, c'est Moya qui balance son casque dans la vitre arrière de la Corolla. Cette image m'a choqué dans Automoto le matin quand je regardais les résumés qui étaient faits. C'était terrible. Bon, on n'ira pas malheureusement au RAC cette année, on se contentera de Monza, mais on gardera évidemment un œil sur l'Espagne. Ce sera le 14 et jusqu'au 16 non, 17 octobre. C'était le week-end prochain. Donc on suivra ça attentivement et on en parlera dans le prochain épisode, bien sûr. Et tu en parleras évidemment, j'imagine, sur l'Afterlap avec Guillaume. Je voudrais juste dire pour conclure que nous avons donc appris que Julien Ingrassia arrêtait sa carrière de copilote. C'est à ça que je voulais t'amener, c'est que concluons sur la partie sportive et au niveau humain et organisationnel, un nouveau changement. Alors j'ai évoqué le divorce, c'est un mot peut-être un peu fort, tu l'as dit. En tout cas, une nouvelle séparation et c'est pas la première de la saison. Mais elle est violente. Alors ça c'est sûr qu'il faudrait se faire un jour un débat. On va peut-être pas avoir le temps là, mais incroyable la mode ou les circonstances. La vague, tout simplement, je sais pas, Les changements de copilote, ça a été initié par Thierry Neuville finalement, avec Nicolas l'an dernier, voilà. Et du coup, Nicolas, si tu veux aller chez Toyota, c'est maintenant. Là, faut prendre ton téléphone, il faut appeler. Il faut appeler Sébastien.
entre Sordo qui a continué, Katsuta qui a aussi changé plusieurs fois. Bon, entre-temps, même Sébastien Loeb et Daniel C'est Elena Loeb, se sont celui-là, ça a séparés. été le Bon, plus voilà. marquant sans doute en termes Là, c'est un vrai d'image. divorce, là, pour le coup. Là, Hein. oui, là, par contre, c'est violent. D'accord. Non, là, Julien Ingracia, c'est quoi l'idée? C'est que bon, Sébastien Ogier ne changera pas d'avis, alors qu'on était beaucoup à vouloir qu'il change d'avis et qu'il aille bien chercher un 9e titre éventuellement l'année prochaine, mais non. Sa dernière saison complète, c'est bien cette année, donc a priori, il s'arrêtera à 8 titres et l'année prochaine, programme partiel. Julien a manifestement décidé de peser un peu le pour et le contre, et lui de ne pas aller jusqu'à cette solution de programme partiel, et donc pour lui ça va se terminer à une saison complète. Donc Julien Ingracia a annoncé dans la foulée de la Finlande qu'il s'arrêtait à la fin de l'année et que donc les 2 derniers rallyes seraient ses 2 derniers rallyes. Moi j'ai envie de dire un petit mot là, vite fait, spontanément, pour évidemment avoir suivi le WRC au moins pendant 5 ans sur le terrain et pour évidemment connaître Sébastien Ogier depuis ses débuts, parce que je l'avais pris, je te rappelle, sur RMC alors qu'il était encore en championnat de France et que je lui avais même posé la question, mais alors tu es moniteur de ski, tu arrives à faire les deux en même temps, donc c'était pour te dire qu'on n'imaginait pas encore qu'il puisse être éventuellement champion du monde, même si on avait bien compris que c'était le grand espoir du rallye français. Bon, tout ça pour te dire quoi? C'est qu'il était déjà avec Julien Ingracia, et pour les voir sur place, c'est évident que le rôle de Julien a été très important et que la personnalité de Julien, elle est extraordinaire. Je le dis sincèrement. Parce que quand on est sur place, on s'aperçoit que le rôle de copilote, Maxime, ça va au-delà évidemment d'annoncer les notes. C'est d'avoir l'œil sur le chrono et sur le timing d'une journée complète. Pour ne pas dire que c'est lui l'organisateur. C'est pas l'attaché de presse, mais c'est pas loin. Hein. Quand je papote éventuellement avec Sébastien Ogier, Julien est derrière, il dit Seb, faut y aller là. Voilà. C'est Julien qui dit à Seb qu'il faut y aller. C'est Julien, et c'est partout dans tous les autres binômes, hein, mais c'est Julien qui rappelle au pilote qu'il faut y aller, qu'il faut pointer à telle heure, qu'il faut rouler à telle vitesse, que le lendemain matin, il faut se lever à 5h du mat. Enfin, c'est pour ça que ces copilotes deviennent ensuite des grands patrons, comme Jean Todt en est le prototype. Ce sont les gens qui organisent tout. Et ils ont évidemment non seulement un véritable dimension sportive, parce qu'il faut aussi qu'ils s'entretiennent et qu'effectivement c'est pas rien, mais évidemment ce sont des gens qui sont des super intelligents, super organisés, super concentrés. Et en plus, dans le cas de Julien Ingracia, qui sont en interview, parce que c'est comme ça que globalement on leur parle, qui ont toujours quelque chose d'intéressant à dire. Oui, ça c'est vrai. Ça, je peux te dire. Et on bravo, réduit trop souvent le rôle de copilote à juste lire des notes. Alors que c'est tellement plus que ça et beaucoup plus. On a vraiment une méconnaissance de ce métier, du rapport, en fait, le lien entre l'équipe, l'organisation de l'équipe, le pilote et l'organisation du pilote. Voilà. C'est une combinaison exceptionnelle, en plus de la concentration nécessaire, parce que je suis désolé, tu rates une virgule, tu sors et ça coûte très cher et ça peut faire aussi des dégâts physiques très importants. En tout cas, voilà, écoute, beau message, mais voilà. J'interviewais toujours, dès que possible, j'allais voir Julien. Parce que même si Sébastien est aussi un modèle d'intelligence et d'analyse d'après spécial quand on vient au parc d'assistance chaque demi-journée et qu'on peut leur parler, ça je peux te dire Sébastien c'est aussi le haut du panier, hein, ça il n'y a pas de doute. Mais Julien ferait un exceptionnel consultant, je pense, pour une appli WRC+, ou Canal ou ce genre de choses. Un consultant comme lui, pour le commentaire, déjà il est à jour, on ne peut plus à jour. Et puis ce serait vraiment, enfin il parle bien, c'est agréable de l'écouter, hein. Il y a des pilotes comme ça. Voilà. S'il n'est pas directeur sportif de je ne sais pas quelle équipe dans le futur, c'est incompréhensible, c'est obligé. Est-ce que justement, est-ce que Seb ne dirait pas toucher un petit peu l'endurance avec Toyota, on en parle peut-être, mais ça c'est d'une rumeur qui est sortie. Lui pourrait effectivement passer au management, si ce n'est peut-être d'une équipe personnelle, en tout cas d'un grand constructeur. En tout cas, il aura sa place partout tellement il est doué. Il est doué, donc, ça c'est certain. Je te rends hommage aujourd'hui parce que j'ai toujours apprécié ta personnalité, ton intelligence, ton regard, ta lucidité, et puis donc tout ce rôle dans les coulisses qu'on soupçonne pas toujours. Donc
Julien Ingrassia méritera d'être toujours dans tous les organigrammes de toute équipe de sport automobile. Ça, je peux te le dire. Voilà. Bah écoute, merci pour cette déclaration, pas d'amour, mais ce bel hommage en tout cas à Julien. Et on espère que justement le futur sera aussi beau que son palmarès. Alors, nous, on va conclure cet épisode, ce podcast, avec la troisième partie. On va agiter le drapeau à damier. Pour conclure ce podcast, on va parler DTM et quelques news supercars made in LFB. C'est parti. Alors, avant d'ouvrir la conclusion de la saison de DTM, je te laisse me parler de Supercars. Tu as des infos pour nous, je pense, au niveau de signature pour l'année prochaine. Voilà, une seule nouvelle, ça va être très rapide. Je te rappelle qu'on est toujours dans l'attente de ce quadruple et Ah oui, alors ça va promettre. 4 week-ends de suite avec des formats différents. Alors donc par rapport à ce que la dernière fois tu me posais la question, incroyable, ils ont pris la décision de garder le même tracé pour les ça, alors je l'ai vu et j'ai trouvé ça, désolé, c'est con. Bah oui. Pour l'intérêt même. Ah oui. Voilà. Je comprends pas. Donc moi aussi, j'étais persuadé. En plus, c'est ce qu'ils voulaient au début, j'en suis sûr. Mais je sais pas pourquoi ils ont. Pourquoi ça a été. Donc il y aura 2 nuits, 2 jours. Bon, ce sera ça la différence avec des. Ça aurait pu être un peu plus. Ouais, des timings qui ne seront pas les mêmes en fonction des heures, évidemment, pour les séances d'essai. Bon, bref, non, l'annonce de la semaine, c'est la signature de Jack Kostecki. Donc, c'est cette famille Kostecki qui parfois a placé 3 pilotes. Il y a 2 frères et un cousin. Donc, et c'est arrivé une fois cette année, là, en début d'année, les 3 dans le top 10. Hein. Il y a Jake, Brody et... Ah zut, le dernier m'échappe, c'est honteux, là. Évidemment, tous ceux, vous allez commenter en disant « Mais LFB, t'as oublié le nom ?» Bah oui, j'ai oublié. Oh là là, c'est fou. C'est d'autant plus fou que ma fille qui avait fait un stage chez Triple H, j'ose le dire, avait papoté avec lui lors d'un déjeuner. Bon bref, dis donc, ça avait dû la marquer, en tout cas le prénom. Oui, c'est sûr. Oui. Bon bref, donc Jake Kostecki quitte l'équipe Madstone Racing, qui est une équipe un peu de deuxième moitié de tableau, pour être promu chez Tickford. Or Tickford, là par contre, sacrée promotion. Tickford, c'est la 3e grosse équipe du plateau, après Triple Eight Red Bull, Triple Eight Racing, après DJR, ex-McLaughlin, mais qui est toujours là bien sûr. T'as l'équipe Tickford avec 4 pilotes, donc Jake Kostecki, donc bravo à lui qui rejoint l'équipe, mais les 3 autres sont super solides. Hein. James Courtney, c'est Cameron Waters et c'est Thomas Randall. Ce dernier étant un peu moins connu, mais Thomas Randall pour moi est un très très gros espoir de la discipline. Donc voilà, il intègre une super équipe à 4 voitures et donc c'est une vraie promotion pour lui. Et il y a un échange en fait. Jack Le Broc quitte. Jack Le Broc, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Bon, le nom, oui. Il quitte Tickford pour aller à la place de Jake Kostecki chez Madstone Racing. Voilà, c'est l'annonce de la semaine. Petit jeu de chaises musicales, c'est tout. Bon, on a hâte de pouvoir t'entendre sur le quadruple header. Hein. Ça va être. Je pense que là, vous pouvez prendre vos tartines et vos gourdes parce qu'il va y avoir des choses à dire. Je pense qu'on débriefera ça. Moi, je voudrais te parler de DTM. On va en parler parce que toi aussi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette finale au Norris Ring. Alors déjà, le Norris Ring, circuit urbain que j'apprécie quand même parce que c'est un petit tourniquet. Ça rappelle un peu les tracés d'Avus dans les années 90 en Allemagne où on mettait un petit peu 4 rails, un mur et on faisait un circuit. C'est un peu intemporel, le Norris Ring, parce que c'est un circuit qui est beaucoup plus vieux que ça, il date des années 30. Et on a eu donc la finale de la saison de DTM 2021 qui s'est donc courue pour la première fois sous réglementation GT3. J'ai moi-même eu le plaisir d'aller à Zolder, donc dans le Limbourg, pour aller suivre la manche belge. C'était pas trop mal. Alors, j'ai beaucoup de difficultés personnellement sur le principe du GT3 en sprint. Pour moi, le GT3 en sprint, le minimum, c'est 3 heures. Hein. C'est le championnat sprint en championnat du monde GT. Donc là, des courses de 45 minutes avec des GT3, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Bon, ça, c'est un peu mon idée. Contrairement au ticket qui était particulièrement abordable, je trouve. Je rappelle, un week-end de DTM, c'était 55 à 60 €. Une journée au championnat du monde de rallycross à Francorchamps, c'était 85. Donc, merci, bonsoir. Ça, c'est placé. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu donc une saison à 16 épreuves. Il n'y a pas eu trop de changements, pas de modifications. On est donc parti dans différents pays. Le DTM est allé d'abord à Monza pour l'ouverture. Alors, c'est pas la première fois, mais c'était plutôt sympa puisque ça donnait un petit peu une idée d'un circuit GT où on avait l'habitude de voir ce genre de course. Et tout de suite, on a découvert un pilote qu'on ne connaissait pas, Liam Lawson, qui est donc un pilote australien, qui est donc dans la filière Red Bull et qui faisait équipe avec un bien plus connu, Alexander Albon, qui était rangé là par défaut.
Moi, je l'ai commenté, Lawson, en formule néo-zélandaise. Oui, Tu sais, tu me l'avais déjà expliqué ça. Oui, la F3, formule, voilà. c'est la SF Là où 5000. Norris, Oui, voilà, Norris là où aussi qui a roulé Norris là-bas. a gagné. Et donc, Liam Lawson, je me souviens de l'avoir effectivement découvert à cette occasion. Fin de la parenthèse. Alors c'était un pilote qui effectivement était un peu méconnu et qui se retrouvait en face de lui, face à des spécialistes. On avait des gens qui étaient là en DTM bien avant lui, donc Juncadella, Müller, etc. Et des spécialistes Wittmann. du GT, voilà. Donc il y a eu Marco Wittmann qui a été plusieurs fois champion de DTM. Mais malgré tout, en termes de pilote GT, on avait Vincent Abril qui est quand même un bon pilote. Puis on a eu effectivement Rockenfeller, Lucas Sauer, des gens qui savaient se débrouiller quand même au volant de certaines GT. Et le Sud-Africain, africain Kelvin van der Linde, à ne pas confondre avec son frère Sheldon, qui roule également. Et donc Kelvin van der Linde, qui roule donc pour l'équipe Abt Audi, était l'un des candidats au titre et on s'est retrouvé après 16 courses d'une saison qui était intéressante, disputée, spectaculaire. En tout cas, du GT3 en sprint, c'était pas ma tasse de thé, mais je m'y suis mis, faut être honnête. Et surtout, avant le dernier week-end, on pouvait encore avoir 3 pilotes champions. Lawson, donc qui avait été très impressionnant sur la Ferrari. Kelvin van der Linde, qui était l'outsider, mais la bonne surprise. Et surtout, Maximilian Götz et Marco Wittmann. Donc on avait 4 voitures, Ferrari, Audi, Mercedes et BMW. 4 pilotes qui méritaient d'avoir ce premier titre de l'histoire du DTM GT. Et finalement, c'est pas le moins méritant, mais c'est sans doute le plus fair-play qui a été titré, puisque c'est Maximilian Götz sur la Mercedes du team BWT qui a été titré, suite à un week-end où il a donc été quand même assez dominateur. Il a quand même gagné les 2 courses, ça a suffi. Oui. Mais dans des conditions un peu particulières. Alors voilà, on laisse gagner. Ce qui s'est passé, c'est que celle du dimanche, il y a eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Tout d'abord, au départ, le premier clash, c'est Kelvin van der Linde qui freine 5 mètres trop tard et qui coupe totalement l'intérieur de l'épingle et qui sort Lawson contre le mur. Oui. Et je crois même qu'il bloque aussi la deuxième Ferrari. Donc ça, c'est le premier coup. Donc là, Götz, il se dit, bon, je gagne quelques places. Et ensuite, le petit téléphone Mercedes a fonctionné. Et on a laissé une par une toutes les Mercedes laisser passer celle de Götz pour être certain qu'il soit titré. Parce que c'était celui qui était le moins bien placé à l'arrivée du meeting. Avec Auer en fin de course qui a dû ralentir de 12 secondes. Alors Lucas Sauer, évidemment, qui a bien gardé son contrat Mercedes. Parce qu'on rappelle que tous ces pilotes-là, ils vont vouloir un petit volant aux 24 heures du Mans d'ici quelques années. Donc pour le moment, il faut être un bon pilote chez Mercedes en GT pour espérer aller peut-être au Mans plus tard. Et c'est vrai que la démarche que tu viens d'évoquer, elle est pas fair-play, parce qu'évidemment, c'est un peu joué, un petit peu comme si à l'époque on faisait ravitailler Barrichello pour faire passer Schumacher, on a connu ça. Mais là, dans ce qui s'est passé, c'est que le cumul total de cette dernière course a été un cirque et un festival honteux, parce que c'était tellement biaisé le jeu que tout l'intérêt d'une saison qui était honorable, correcte et disputée s'est écroulé en 45 minutes. Exactement, ils ont tout gâché. Le team HRT a dit, nous on téléphone à toutes les équipes Mercedes pour laisser passer. Ouais, d'accord, éventuellement, mais voir, comme tu dis, perdre 12 secondes sur quasiment 2 tours pour laisser passer, pour Müller, ça n'a pas été facile non plus, parce qu'il a essayé de se défendre, on a essayé de mettre Van der Linde au mieux, et finalement il a trop fait. Donc Van der Linde pas champion, c'est terrible à dire, bien fait pour lui parce qu'il aurait vraiment pas mérité d'être champion avec cette finale, alors que sa saison est relativement correcte. Il s'est quand même imposé à plusieurs reprises. Moi je me souviens de lui quand il gagne la première course à Monza, on s'est dit Lawson, Van der Linde, ça peut être un beau duel, puis il en gagne d'autres. Alors je vais juste prendre ma grue, je sais que Van der Linde quand même cette saison il a gagné la première manche donc à Zolder, j'y étais bien sûr, le Nürburgring, et surtout il gagne aussi à Hockenheim lors de l'avant-dernier meeting. Donc il aurait quand même pu gagner 4 courses et être titré. Là, Götz, quand on voit qu'il gagne finalement que 3 épreuves cette saison, là où Lawson en gagne 3 mais aurait pu en gagner plus, alors il y a des points, etc. Je me dis que Lawson, on lui a quand même volé son titre. Ah oui. Clairement. D'autant plus que... Alors, moi, j'ai vu les images. Oui, ton avis du coup sur mon témoignage. Bon, l'attentat, je n'appelle pas ça autrement. Van der Linde sur Lawson au premier virage, là, ça m'énerve parce qu'effectivement. Alors, Dieu sait que j'aime beaucoup René Rast qui a essayé de défendre en tant que pilote Audi. Et lui dit, si, il devait tenter quelque chose. Oui, mais René, là, t'es pas défendable, toi, là. et foutre ton adversaire au tapis, je suis désolé, ça le fait pas. C'est honteux. Bon. Après, ce qui fait mal au cœur, c'est de voir que Lawson rentre au stand, la voiture est à l'arrêt, il repart, il roule à 50% et il laisse passer tout le monde, très fair play.
bon, cela étant, on n'imaginait pas qu'il allait foutre les pilotes dehors non plus, mais le fait est qu'il se fait dépasser, c'est ridicule comme image, quoi. Ça fait mal au cœur et c'est ridicule. Et puis, effectivement, la bonne vieille méthode, souvent utilisée en DTM, et là je reprends ma casquette de vétéran du commentaire, mon cher Maxime, parce que je te cache pas que les team orders en DTM... Surtout qu'à l'époque où tu commentais, il y avait 3 constructeurs, donc c'était 5 Audi, 5 Mercedes, 5 BM, donc ça allait vite, ou 5 Opel. Je me souviens juste, pour te donner un exemple, Alexandre Prémat qui allait gagner sa première course en DTM, pour moi c'était à Zandvoort. Alors il se trouve que ce jour-là, à RMC, j'avais mon émission tous les dimanches midi, et on m'avait demandé de conserver l'antenne plus longtemps parce que je crois que c'était le Tour de France, ils étaient un peu en retard et donc l'émission elle a duré 2h30. Et donc je me dis très bien, je regarde la course DTM et je vous commente en direct live sur RMC, 4e radio de France, la première victoire en DTM de Alexandre Prémat. Donc c'est une victoire française en DTM, tu vois, j'avais réussi à un peu événementialiser comme ça. Depuis à Yellow, ça datait. Oui, voilà, c'était ça. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois en direct ? Mon Alexandre Prémat qui ralentit, qui laisse passer je sais plus qui pour aller gagner au nom de Spengler, je pense de mémoire chez Mercedes bon, voilà, c'est ça. Ou voilà. Schneider. Et là, me voilà en direct à essayer de dire oui, excusez-moi, chers mesdames et messieurs, oui, j'avais oublié qu'en DTM parfois c'est un championnat de marque avant tout. Donc, bien sûr. Mais combien de fois c'est arrivé ? Alors là, effectivement. Le DTM nous a ressorti les bonnes vieilles combines, appelons ça comme ça, où effectivement on va faire gagner Maximilian Goetz, tant mieux pour lui. Mais ça, c'est le cumul là c'est ça, exactement. Tout le monde a été vraiment. C'était un cirque. Je suis désolé. Oui, c'est gâcher l'image d'un championnat qui n'en a plus. Déjà, parce que le DTM a perdu tout son ADN avec le GT. Je maintiens. Je préférais le voir mort que dans cet état-là. Et pourtant. Ils ont réussi à me le faire encore plus détester avec cette finale. Et ça, c'est un exploit, je vous le dis. Parce que vraiment, c'est dommage, parce qu'on a eu des belles histoires. La victoire aussi d'Alexander Albon, alors qu'il était fini, ça fait du bien. Nous, en Belgique, on a eu Esteban Moutz qui a roulé un petit peu avec la Lambo, qui a fait quelques performances. Il a fait un meilleur tour cette saison. C'est pas exceptionnel, mais c'est un pilote belge. Bon, il n'y avait aucun pilote français, donc hormis les livrées de l'équipe Ferrari qui était faite par AF Corse par Adrien Pavio, il n'y avait pas grand-chose de français dans ce championnat cette année. Donc voilà, on a eu quelques petits des trucs sympas. Il y a Sofia Floersch qui est venue faire voiture balai pendant toute la saison. Je ne manque pas de respect à la pilote allemande, mais elle n'a pas été non plus très impressionnante. Loin du contraire, même quelques points glanés. Et encore, alors si je prends son meilleur résultat, je crois que c'est une 7e place au Nürburgring, voilà. Bon, d'accord, merci d'être venu. Et puis quelques invités quand même qui étaient intéressants. Il y a Porsche qui est venu, mais qui est reparti. Marcus Winkelhock qui a fait un meeting. On a eu des invités aussi qui étaient sympas. Donc je cite quand même des bons noms, mais Mirko Bortolotti, qui est un des monsieur Lamborghini en GT. Christian Klein, qui a eu sa période en Formule 1. Lucas Stolz, qui est pas mauvais non plus. Lucas Di Grassi, je ne le cite même pas. C'est une blague, bien entendu. Michael Hammermüller, qui était aussi un bon pilote. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des fausses bonnes idées. Quand bien même le championnat était pas cher pour le public, était attirant, on a fait des beaux circuits parce qu'on est allé au-delà de l'Allemagne. On a fait donc Zolder, le Red Bull Ring, on a fait Assen aussi. Il y a eu Assen aux Pays-Bas et Monza. Malgré tout, il manque ce petit truc que j'aimais bien quand je regardais le DTM, ce côté tourisme, quand bien même c'était des silhouettes. Mais voilà, je pense que le peu d'âme qui restait au DTM s'est éteint avec cette dernière course au Norris Ring. Voilà. À voir pour la suite, le championnat continuera bien entendu. Maintenant, au niveau des changements de constructeurs, on aurait pu avoir effectivement plus d'implication de Lamborghini, Porsche, McLaren. C'est resté quand même Audi, BMW et Mercedes qui ont fait la loi devant, avec les 2 Ferrari de chez AF Corse qui étaient forcément préparés par la meilleure équipe GT du monde, pour moi, qui reste AF Corse en tout cas, à l'image du monde. Et Lawson, peut-être, qui sait, pour un programme au Mans avec Ferrari ou en GT, mais il mérite bien mieux ce garçon parce qu'il est très doué et je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Comme tu as dit que c'était un attentat, moi je dis que c'était un vol en tout cas, ce titre qui devait revenir à Lawson. Bon, voilà. Partir. On est d'accord. Voilà. On va en rester là pour cet épisode. On aura donc évoqué pas mal de choses à travers le monde du sport mécanique. Moi, j'attirerai votre attention peut-être sur le tourisme dans 2 semaines, la prochaine fois. Donc on parlera peut-être BTCC ou WTCR parce que la saison va aussi se conclure et je suis ça de près avec mes copains de chez Come2You Racing en Belgique. Pour toi LFB, dans 2 semaines, on aura bientôt le quadruple header du coup. Ça arrivera, donc on aura peut-être quelques news. Un nouveau Grand Prix à Austin. Tout à fait, avant le Mexique, puis, on verra plus clair.
S'il faut revenir sur le WRC Espagne, on le fera aussi. Non, il y aura quoi encore dire des choses. Voilà. Donc le programme pour les 2 semaines à venir semble bien alléchant. D'ici là, merci beaucoup LFB d'avoir partagé encore 1 heure de ton temps en notre compagnie. C'est toujours plaisant d'échanger avec toi, hein, d'avoir ton analyse journalistique et ton expérience inégalable. De mon côté, j'essaie évidemment de vous proposer un petit montage. Hein. C'est parfois des belles photos en dessous qui passent et ça attire l'œil. On aimerait faire un peu plus parfois, mais c'est vrai que voilà, techniquement et au niveau du temps, avec nos emplois respectifs, c'est un peu délicat. Donc on espère que vous vous amusez, que vous écoutez, que vous interagissez avec ces podcasts. Pour nous retrouver, vous avez l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent en dessous de nos images respectives. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour le 6e épisode de cette 2e saison. D'ici là, rendez-vous dans les commentaires pour débriefer ce podcast. Merci à toi LFB et je te dis à dans 2 semaines. Tout à fait Maxime, salut à toi, portez-vous bien, à bientôt les amis. Salut.